It's murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Bienvenue aux ouvrières. Hello And welcome. to les Aubrières and wine. Non, les meurtres, les aubrières et le vin. Incroyable. C'est presque ça. Aujourd'hui, c'est un enregistrement un peu spécial. Très spécial. Très spécial. On a été invité chez les Aubrières, donc le domaine qui nous avait envoyé 3 bouteilles de vin qu'on avait bu à 300 000 à l'heure à peu près, et qui nous avait fait la remarque que oui, si, j'aime le vin naturel. Oui. Si, en fait. Nos excuses. Pardon. Voilà, excusez-moi ma copaine. Et donc du coup, nous nous retrouvons aux Aubrières pour enregistrer avec Bruno et Mag, en plus, en guest très spéciaux. Oui. Et mais voilà. surtout, la plus importante. Et la c'est plus clair. importante, c'est parce que je sais pas, j'ai mis en premier. C'est l'autre Sarah Sansa. Lombardi, si, la italiana des Aubrières. Hello. Bienvenue. Hello, welcome. Thank you. Tu nous parles un peu de toi et de pourquoi on est là? Ça dépend, t'as combien de temps? Pas très longtemps. Calme-toi. La version bref. Calme-toi. Bon, voilà. Donc, les aubrières, c'est pour ouvrier en occitan, le travail de ses mains, et c'est au pluriel parce que on est 2 personnes, Charles et Sarah. Voilà, donc Charles n'est pas là, mais je représente à moi seule Le domaine. Your power. Voilà, et on est basé à Servian, donc à côté de Pézenas, dans le Languedoc. L'Hérault, 34. Voilà, comme ça, pour les forts en géographie, c'est plus facile à repérer. Et on est 100% biodynamie et nature. Et naturel. Voilà. Et donc, on va déguster les vins Et on va déguster une cuvée du domaine. Précision nature. Parce qu'il y a tout et n'importe... Enfin, c'est ça. il y a des S'il te milliards plaît, de définitions. parce que moi, moi, j'aimerais rappeler notre définition. C'est raisin bio, à minima, nous, c'est aussi biodynamie, récolté à la main. Levure indigène, ça veut dire on n'achète pas les levures, ce sont que les levures qui sont sur le raisin. Si un jour vous prenez des raisins, vous trouvez la peau sur la peau, de la poudre blanche, c'est ça. Et après, c'est pas d'intrants. Il peut y avoir des listes entières d'intrants possibles, même dans le bio. Nous, on n'en met pas. Et sur les sulfites, on est entre 0 et 40. Voilà, c'est un minimum. Ça veut dire quoi? Les sulfites? Non, les sulfites, je les mets. Ajouter entre 0 et 40, c'est quoi? mg par litre. Donc, voilà. Sachant que pour un vin blanc bio, par exemple, si je dis pas de bêtises, tu peux aller jusqu'à 200. Okay. Ça te donne un peu une... Ah ouais, donc pas beaucoup du tout. Pas du tout, ouais. En fait, donc, resservez-moi un verre. Pas mal à la tête. On est bien. On est dans l'hydratation, quoi. Mais c'est oui, c'est ça. Il faut boire. Tu peux le boire le matin, quoi. Voilà. C'est 5 légumes par jour, 5 bouteilles par jour. Écoutez, moi, je vais la finir, celle-là. Hein. Parce que oui, bien sûr, on a commencé. Bon, on en parlera du vin dans quelques secondes, quand même. Et Sarah nous parlera du vin, quand même, parce que pour une fois qu'on a une spécialiste et que c'est pas nous, c'est très bien. Donc, moi, j'ai un petit sujet pour commencer. Un sujet très intéressant. Alors c'est pas ce sujet-là. J'ai un autre mini-sujet, un truc que je l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler. Alors, je pense que ça va faire rire les femmes tout de suite. Alors, il y a une émission de télé-réalité en Angleterre où, en fait, il y a un couple où ils vont payer leur mariage, mais tout le mariage en 100 000 pounds, une somme importante, mais il y a que le mec qui peut tout décider. La femme, elle n'est pas là. Donc tout de suite, on sait tout de suite, elle va c'est pas bon. Des litres de whisky. Alors non, il y en a un ou deux que pour moi c'était direct, genre il fait tout en Star Wars ou un truc comme ça. Mais un mec, visiblement, il se souvient absolument pas qui est sa femme. Genre il a tout oublié d'elle et il se souvient genre pouf au dernier moment, elle aime le chocolat. Donc le gars, il va faire tout chocolat, mais chocolat plus, genre il colle des barres de Hershey au mur, enfin bref. Et quand sa femme elle arrive, oui j'aime le chocolat, mais pas comme ça quoi. Le chocolat, enfin bref. Alors le concept est très drôle. J'imagine, il faudrait qu'on regarde au moins un épisode. Ah ouais. Mais je savais que ça allait vous faire rire. Après, ce qui est cool, c'est savoir tu viens en Chewbacca, t'épiles pas. Il y a une meuf comme ça qui a une comment t'appelles ça, un témoin bridesmaid et tout pour le mariage de sa sœur. Sa sœur, elle lui a dit, écoute, non, il n'y a pas de thème de bridesmaid, il n'y a pas de couleur, tu viens comme tu veux. Elle est venue en dinosaure. Tu sais, en truc gonflable, là. Je trouve ça génial. Je trouve ça un peu génial aussi, mais bon, en même temps, quand il n'y a pas de thème, c'était... j'allais loin, là. Ça, c'est un truc, j'aurais rêvé de faire ça à un mariage. Mais du coup, maintenant, plus personne se marie, donc j'ai plus cette occasion. Non, on est trop vieille. On est trop vieille. Là, nous, on est sur les divorces, là. Il faudrait faire des fêtes de divorce. Ça se fait, mais bon. Comme Jack White, il a fait ça avec son ex-femme.
Moi, j'aime bien ça. Uncoupling ceremony, enfin, ça me branche pas. Ah ouais, moi, ça me branche, justement. Liberté! Brevard. Elle a passé une semaine dure, là, Charlotte. Vas-y. Du vaudou. Du vaudou. Ah oui, les petites poupées et tu plantes. Ah oui, Ah, chacun prend sa petite avec poupée vaudou. N'oubliez pas votre poupée en partant. Oui, j'adorerais. Ouais, ça serait pas mal. OK. Bon, c'est pas ça le gros sujet. Là, c'est le gros Là, on y arrive. sujet. Ouais, on y est. Donc, en fait, on a eu un commentaire, il y a quelques temps de ça avec Charlotte. Sur Spotify. Et on s'était dit, on va en discuter avec d'autres pour, voilà. Donc, ce commentaire se trouve, en plus, c'était un peu bizarre, de Matt, il s'appelle, et c'était sur l'épisode 18, qui est très étonnante parce que, en fait, dans cet épisode, on était franchement adorable. Et alors on parlait de Brad Pitt sans parler de tout le côté cancelled qui existe un peu aujourd'hui. Tu vois, on était là, il est trop beau, Thelma Louise. Enfin bon, bref, c'est pas grave. C'est sur cet épisode qu'il a fait le commentaire que je vais vous lire. Donc, Matt, il a dit: dommage, un podcast qui est super au niveau des histoires, mais un conseil, si vous êtes un homme, sautez toutes les conversations. Ces deux dames font une généralité, au pluriel, de tous les hommes, et c'est de pire en pire. Si deux gars parlaient des femmes comme cela, ils seraient vite accusés de sexisme. En tout cas, c'est trop pour moi, et c'est bien dommage, car ce podcast faisait partie de mes coups de cœur dans ma bibliothèque, et il m'accompagnait longuement sur mes chantiers. Bonne continuation, malgré tout. Il a attendu 17 épisodes pour dire ça? Apparemment. Déjà, c'est pas mal. Ça serait pas mal quand même. J'ai beaucoup de choses à dire que j'ai notées. Alors, j'en étais sûre. C'est pour ça que j'ai gardé. Prenez un ticket. Et si on me connaît, en plus, moi, j'aime pas l'injustice majeure ou mineure. Donc là, je suis pas allée les mains dans la poche. Donc, j'aimerais savoir votre ressenti à froid. Là, voilà, et puis ensuite, on verra ce que je peux rajouter. Les deux dames, il est violent quand même. Hein. Les deux dames, en plus, sur en plus, t'as cru qu'on avait quel âge? On est encore bonne. Okay. Vas-y, Mag. Il y a tellement de choses qui vont pas dans ce commentaire. Tellement de choses. Alors, par quoi commencer? Si vous êtes des hommes, fuyez, etc., machin. Si deux gars parlaient comme ça, des femmes... Ça serait du sexisme. Ça serait du sexisme. Alors, cher Matt, sache que dans la société entière actuelle, tous les gars parlent comme ça des femmes. Oui. Et depuis mais des décennies, des incels depuis des centaines des d'années. hommes solitaires Oui et pas de non, leur parce faute. que quand même, ce seront peut-être des discours qu'on croit isolés, mais en réalité, non. En ligne, ça se fait beaucoup. Ah oui. Ça se reflète dans la façon dont sont traitées les femmes médiatiquement. Bien sûr. Alors, moi, la première chose que j'avais à dire, ça tenait au mot sexisme, parce que quand même, tu vois, je pense, et je l'ai noté, la définition du Robert, et je cite, « Le sexisme désigne une façon particulière et souvent dénigrante de se comporter avec autrui en raison de son sexe. Celle-ci est fondée sur un rapport hiérarchique institué entre deux sexes, d'où découle une différence de valeur, de statut et de dignité, entre guillemets, via le Robert, spécialement discrimination à l'égard du sexe féminin. » Donc, ce n'est pas qui parle de qui, d'accord? On est d'accord que c'est un système de pouvoir et de préjugés systémiques et pas juste deux filles qui parlent d'un podcast, d'une expérience personnelle. Donc, déjà, ça serait bien si on comprenait ce que c'était. Voilà. Tout à fait. Et du coup, c'est ça, c'est qu'en fait, on est dans cette société qui est sexiste par défaut. En fait, la norme, c'est le sexisme. Donc, du coup, quand deux femmes parlent comme ça et qu'elles dénoncent des injustices ou des trucs comme ça, c'est pas juste pour dire les hommes, c'est nul, etc. C'est juste pour dire dans ces situations-là, c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Oui, puis on a assez vécu, justement, parce qu'on est des dames apparemment, on a assez vécu avec des expériences dans cette société pour savoir qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on n'accepte plus et on en a marre et on n'a plus envie de mettre les formes. Et puis voilà, c'est pas le fait d'être sexiste ou d'être misandre, pas du tout. C'est juste que parfois, vous allez aussi avoir le revers de cette conversation, quoi. Et là, ce qui fait le petit Matt, c'est en fait de la silenciation des victimes, c'est-à-dire que quand une femme énonce des trucs qu'elle a vécu, etc., tout le monde va dire t'exagères ou t'en fais trop ou tu t'es fait des idées, etc. machin. Et c'est une façon de minimiser ce qu'elle a vécu. Totalement, ton vécu, ton expérience personnelle. Oui. Ce que j'avais dit, en fait, à la base, pour nous, c'est juste des anecdotes personnelles et un vécu de ce commentaire. En fait, tu chies dessus, quoi. En gros, mais je te crois pas, quoi. C'est ok. Ça. Mais après, tu vois, on pourrait aller vachement plus loin. Parce que si tu voulais contrer ça, tu pourrais parler de tellement de choses. En fait,
fait, le comportement des hommes en ligne aujourd'hui, les dick pics, l'addiction au porno, la culture incel, la montée en puissance des femmes trad là qu'on voit de partout. Ah oui. Et en plus, qui est très lié au montée du fascisme et montée de la violence, parce qu'il faut savoir que tout ça se chevauche en fait. Très lié. Et la violence persistante et croissante à l'égard des femmes, l'inégalité au travail qui persiste, etc. Mais moi, forcément la charge mentale aussi pour les mamans, souvent. Mais en fait, ça m'a interpellée parce que cette semaine, en allant au travail tous les jours, donc je mets la radio et tu vois, là, on est le 29 novembre 2025 et cette semaine à la radio, qu'est-ce que j'ai entendu? Donc déjà, il y a eu la journée de la femme où on parle quand même des 3 féminicides par jour. Donc ça, c'est cette semaine, je ne te parle pas de tous les autres. Aujourd'hui, la grande discussion sur la radio, c'est la vente des poupées pédopornographiques en ligne, Chine, donc de partout. Si vous achetez chez Chine, ou les femmes qui sont plus payées à partir de je sais pas quand, d'octobre-novembre, ouais. Oui, voilà, c'est ça, ils sont en ligne depuis longtemps. Hein. Ensuite, tu as aussi la prise en charge des femmes battues, où il y a tout le système qui est en train de se revendre. C'est cette semaine à la radio où la police, en fait, accueille extrêmement mal ces femmes et du coup, on cherche à faire une amélioration des services parce que les femmes retournent chez elles 5, 7, 10, 20 fois et forcément, elles finissent par clapser parce que le système ne sait pas les accueillir. Donc, tu vois, ça, c'est juste cette semaine. Parce qu'une femme qui se plaint, et ça, beaucoup de policiers, malheureusement, alors bien sûr qu'il y a des bons policiers, mais il y a beaucoup d'histoires de policiers qui pensent que la femme exagère, parce que c'est vraiment ce truc. Tu sais, c'est comme ce truc où j'avais parlé avec une kiné, et apparemment, il y a ce truc avec les racisés. Quand t'es kiné, apparemment, il y a ce truc des racisés qui sont plus douillés. Et je savais pas. Et je pense que c'est que quand t'es dans le médical, tu le sais. Et c'est la même chose, tu vois, là, la femme, elle se plaint, et du coup, c'est... oui, complètement. Les douleurs, tu exagères. Tu exagères. De toute façon, ça fait que 20 ans qu'on étudie la médecine avec des femmes. En fait, tout est étudié sur des corps et avec des hommes. Donc, forcément, il y a des différences. Ce truc-là, ça me fait penser à un truc, parce que si je le rapporte au monde du vin, un salon qu'on a fait avec Peyton Pinard, donc l'association qui lutte contre les VSS dans le monde du vin, avec Isabelle Perrault, elle a fait un salon dans le Beaujolais. Le Beaujolais, c'est quand même un terre-terre assez... c'est une terre ancienne, un peu comme dans le Languedoc, quoi. Et on fait un salon, et effectivement, il se trouve que c'est un salon où tu ne trouveras que des vigneronnes. Ok. Où il n'y avait que des vigneronnes. Mais oui, à Paris... Le truc... Moi, après, en discutant sur le moment et tout, mais même avec des gens proches d'ici, de mon métier, quoi, enfin, les vignerons d'ici, la violence, en fait, moi, on m'a aussi envoyé des messages, voilà, et avec Isabelle, on en parlait aussi, et je dis, mais la violence du truc, quand le salon est sorti, il s'avère que c'est sorti en même temps qu'un autre gros salon du Beaujolais, et en fait, en discutant avec toutes les vigneronnes, on s'est toutes pris des vagues un peu chacune de notre côté, en mode, mais sinon, on faisait un salon 100% mec. Mais attends, mais c'est pas possible. C'est ça, mais on entend tout le temps cette... Oui. Et en fait, Isabelle, elle a une super réponse. Isabelle a une super réponse, parce que j'avoue que moi, j'étais un peu en mode, mais quel est le problème, en fait? En fait, on est là pour souligner un problème, visibiliser peut-être les femmes dans le monde du vin, bon, voilà, jusqu'à maintenant. Mais le salon n'est pas interdit aux hommes. Ben non. Il n'y avait pas un vigile. Non, désolé. T'as pas de basket, t'as pas de vagin. Pas des couilles, s'il vous plaît. Non, mais bien sûr. Et en fait, elle disait, mais... depuis combien de temps il y a des réunions où il n'y a que des mecs? Surtout dans le monde du vin. Combien de syndicats, combien de réunions d'appellation où tu ne trouves pas une femme? Mais bien sûr. Et ça a duré des années. Et c'est tellement la norme. Est-ce que ça a été grave? Non. Et là, en fait, je te jure, la violence du truc... Enfin, moi, en ligne et tout, c'est là où je me suis rendu compte. Waouh, mais quel est le problème de ça, en fait? Parce que la norme, c'est pas nous qui prenons un peu plus d'espace. Nous, on prend l'espace qu'on veut bien nous donner, quoi. Et du coup, quand on en prend un peu plus, c'est genre, nous aussi, la journée de l'homme. Dans le féminisme, on a toujours dit les femmes font 2 pas en avant, la société leur met un pas en arrière. On ne veut pas. Dans toutes les sociétés, on a vu et revu, les femmes obtiennent certains droits et ensuite on va revenir derrière pour les soutirer. Donc c'est comme ça depuis toujours. Donc en fait, ce commentaire, il en dit long sur la situation. Tout de suite, tu as 4 femmes autour de la table qui peuvent te dire, Matt, qu'il y a un moment d'apprentissage là pour les hommes, pour qu'ils apprennent peut-être à mieux écouter, à comprendre que de tout de suite avoir cette réaction, mais juvénile, viscérale, et manque de maturité, manque franchement, d'intellectuel sur cette idée qui est quand même cette inégalité, le vrai sexisme, la violence ou autre. Si un simple podcast te lève le poil pour aller mettre en commentaire pour celui-ci,
Écoute, c'est le cas, je ne sais pas ce qu'il vit dans sa vie, Matt, mais il n'écoute pas les femmes parce que, comme tu disais, ça réduit massivement, en fait, la situation. Et pourtant, j'aimerais quand même... on va remettre à Matt, on va lui remettre un commentaire à son commentaire pour qu'elle soit publique en lui disant de venir écouter l'épisode. Donc peut-être qu'il aimera pas du tout, ou peut-être qu'il aimera, m'en fous un peu. Mais en tout cas, c'est pas le cas parce que notre podcast, le True Crime, est écouté surtout par des femmes. Mais nous, notre podcast, dans les stats, on a quand même 46% des hommes qui nous écoutent. Ouais, on a à peu Donc, près moitié. Je dois dire pour les hommes, tu vois, pour pas parler mal des hommes, les hommes nous aiment bien en fait. Il y en a 46 qui supportent nos généralités sexistes. Et ils sentent pas gênés par nos bêtises. Hein? Donc c'est pas tous. Donc tu vois, je vais pas généraliser non plus. Non, nous on est pour l'égalité. C'est ça, voilà. Puis en plus, c'est pas que pour nous en fait, parce que les femmes qui continuent à vivre dans le sexisme, en fait, ça se passe mal pour vous. Vous savez qu'il faut savoir que c'est les femmes qui quittent les hommes. Pourquoi on se pose la question? C'est aussi les hommes qui se trouvent solitaires souvent, en fait, on appelle ça l'épidémie de solitude masculine, aujourd'hui, qui est de plus en plus. Tout le mouvement des incels, comme je l'avais déjà dit. Enfin, il y a plein de choses liées à ça, et c'est lié au fait que, en fait, on veut pas être avec vous, quoi. Et c'est là où tu vois la différence, c'est que les hommes qui se font dans ces mouvements d'incels, etc., leur réponse, c'est, par exemple, les femmes qui veulent être seules, leur réponse, c'est d'habiter avec d'autres femmes, de faire des baba yaga, de vivre un peu sereinement. Et la réponse des hommes qui sont seuls, c'est de tuer des femmes. Donc les incels, c'est leur but, c'est ça. C'est à un moment donné, elles vont prendre ce qu'elles méritent, quoi. Oui. Donc c'est là aussi, il y a une petite différence de résultats. Ouais. Mais je pense que la réaction de Matt, c'est la réaction de beaucoup d'hommes aussi, et qui conduit à cette violence, c'est qu'en fait, ils ont l'impression que parce que les femmes prennent le pouvoir ou prennent de la place dans des espaces qui sont normalement complètement occupés par les hommes, ils ont l'impression de perdre du pouvoir, alors qu'en fait, on prend juste une place. Il y a toute la place pour tout le monde. C'est exact. On est tout à fait légitime on est 52% de l'humanité. Quand tu regardes les conseils d'administration des grandes entreprises, dans les politiques, les médias, etc., à la tête de tous ces organismes qui font le jour et la nuit dans notre société, etc., c'est plus que majoritairement des hommes. Mais bien sûr. Et pourtant, dans les pays les plus heureux du monde, qui est à la femmes. tête? Women. La Finlande, l'Islande. Voilà. Donc, il y a des questions on peut se poser là, sans penser. Et il y a des mecs bien dans tout ça. Moi, je connais des mecs bien, mais qui ont cette réflexe très rapide. Et c'est vraiment, il y a un moment d'apprentissage, quoi. Et si soit tu apprends, soit tu... Ça, c'est la conduite du changement. Le premier truc, c'est tu te braques et après, tu y vas, quoi. Ouais, mais bon, en fait, on est dans la conduite du changement depuis longtemps, là. Et allez, là. Let's go. Je me doute que Matt, il a 18 ans, par exemple, tu vois. On verra. C'est pour en avoir 55 aussi. Hein. Et penser que... bien sûr. Bien sûr, mais je suis plus dans ce sens-là. Hein. Je pense que Matt, il doit avoir dans la quarantaine. Hein. C'est la pire génération, sauf Bruno. Les sociétés Bruno, c'est le meilleur. On l'adore. Les sociétés où finalement les droits des femmes sont plus pris en compte, etc. En fait, ça a été prouvé que ça bénéficie aux hommes, en fait. Mais bien sûr. Ça bénéficie en fait aux hommes quand les femmes sont bien traitées ou qu'il y a une attention particulière aux droits de la femme, etc. En fait, les hommes vivent mieux leur masculinité parce que. Alors, je veux dire, même pas dans la société, même dans un seul couple. Si vous êtes gentil avec votre femme, vous allez mieux le vivre. C'est sûr et certain. Ceci est un message à tous les hommes qui nous écoutent. Ceci est notre cadeau pour vous. Faites un truc ce soir ou tout à l'heure après l'épisode pour votre femme. Vous allez voir la réponse. Elle est mais au centuple. Voilà. Elle a pas. Comment on s'appelle ça? Un love language. Love language. C'est la langue que tu veux. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Sachez que son niveau d'exigence est probablement assez bas. Ouais, très bas. Si if you're getting lucky tonight, pensez à nous. Ouais. C'est rien, c'est cadeau. Welcome. You're welcome, people. Voilà, c'était le sujet. J'ai adoré. Bravo. Très intéressant. Matt. Love you. Bisous, love you guys. Qu'est-ce que Do better. Do better. Bachi, bachi. Et du coup, Sarah, responsable du pop et responsable d'une... Alors là, attention, parce que tu as la pression. Parce que là, c'est une professionnelle qui fait le pop. Le pop devrait être du 15 sur 10. D'ailleurs, il faut qu'on change, il faut qu'on fasse 20 maintenant. C'est premier d'ouvrir les bouteilles, mais ouais. Oula. Ça part mal? Non, je plaisante. Je lui mets la pression. C'est dramatique. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Il faut vraiment filmer là.
Il était nul. That is a mou. Alors là, excusez-moi. Ouais. Là, ce bouchon s'est senti réprimandé par des femmes depuis tout à l'heure. Il a dit non mais moi c'est comme ça, je sors pas. Tu sais que depuis 2 jours, j'ai Mais réfléchi. c'est la première fois. Tu ouvres une bouteille? Pas une bouteille. C'est mon mari qui ouvre les bouteilles. Je me suis dit, Les c'est un hommes, bah oui. minimum de... Ah ouais. Chacun son métier. Tu vois. Hein. Toi, t'es à la cuisine, c'est ça? Voilà. Alors, le col, si vous arrivez à voir la bouteille, le col est long. Ah, Le c'est la faute au col est col. long. Le col est C'est long. la faute du col. Tout à fait, la mauvaise foi. Bonjour. Okay. Yeah, very French of you, even though you're Very Italian. French. C'est celui-ci. Hein. Mais non, c'était très déçu. Ben, et c'est pas grave, on va ouvrir une deuxième bouteille, mais on te laisse pas l'ouvrir. Non, oui, c'est fini. Tu as eu ta chance. C'était un... Non, nous, on est des pros d'ouverture de bouteilles, quand J'ai même, vu, faut le hein, savoir. C'est... Non, mais parce que t'as le stress qu'il faut que ça fasse pop. Non, mais t'inquiète, vas-y, fais le pro de ce que tu mets dedans. Voilà, tu vas te rattraper. Oui, merci. On ouvre Amphora. Alors, Amphora, ce sont des vieilles vignes de Carignan. C'est une parcelle qu'on a sur Béziers, sur un terroir argilo-calcaire. Et c'est des vignes qui ont une centaine d'années. Voilà. Et 100% Carignan, ça a été élevé 36 mois en amphore de terre cuite. Wow. Alors, ouais, amphore, c'est comme une barrique, mais sans le bois. Voilà. Vous voyez les Romains? Voilà. Bah, c'est ça. Et l'idée de l'amphore sur le Carignan, c'est un cépage qui produit des toutes petites grappes. La peau est très épaisse et tous les tanins et toutes les couleurs se trouvent dans la peau. Donc c'est pour ça que c'est un vin qui est très structuré. Et nous, en fait, on l'élève en amphore pour assoupir complètement le Carignan. Déjà, le fait que ce soit des vieilles vignes, il y a comme une concentration. Donc c'est comme un espèce de vieillissement par rapport à si vous buviez un Carignan très jeune. C'est très asséchant, c'est très rustique. Le fait de le vinifier et ensuite de le laisser reposer en amphore, il y a cette espèce d'aération de l'amphore parce que si vous mettiez des photos d'amphore, on voit que ça pullule un peu, hein, ça sort de l'amphore. L'amphore, elle est noire, quoi. Et c'est ça qui fait que ça aère le vin un maximum et que ça fasse vieillir le vin. Voilà. D'accord. C'est pareil dans une barrique, le petit bouchon, le vin s'aère et il baisse. Et du coup, avec l'amphore, est-ce que tu vas revenir le remplir un peu? Oui, comme on fait en la barrique? part de l'ange, elle est beaucoup plus importante que sur une barrique. La part de l'ange. La part des anges, c'est ce qui évapore. J'adore, c'est tellement beau. Et dans les barriques, on vient le remplacer, donc dans les amphores aussi. Mais j'adore le vocabulaire qu'il y a le vocabulaire du dans le vin. magnifique. C'est magnifique. La part de l'ange. Attends, moi je vais goûter un petit peu quand même. Même si au nez, c'est vraiment... Au nez, c'est fruité, wow, très différent en bouche, hein, par contre. Oui. Mais là, il vient de s'ouvrir, donc on va... C'était bourré déjà. Ah, ça, c'est magan pour les auditeurs, si on garde ça. C'est trop bon. Ouais. C'est trop bon. Après, moi, c'est le problème que j'ai avec le rouge, c'est pas un problème, c'est que j'ai pas avec le vin blanc, j'ai vraiment ce truc de en fin de journée et tout. Mais c'est bon. Genre, c'est... T'avais aimé l'autre rouge, C'était rouge? Oui, il nous a envoyé un rouge. C'était léger, ouais. Léger, oui. Mais moi, ça, j'aime bien quand c'est léger comme ça. En fait, ça, moi, ce que j'aime bien dans ce qu'on a fait sur Amphora, c'est que je trouve que ça réconcilie avec ce cépage qui, quand tu dis Carignan, t'as toujours un peu... Ah ouais? Ouais, t'as les gens, ils font « Oh, ça va être... C'est le rouge qui tache, ça va être un truc qui va envoyer des watts, ça va être non, pas du et tout, nous, au domaine, en fait, notre philosophie de vinification, c'est toujours rester sur la gourmandise, le fruit et la fluidité, en fait. Oui, parce que c'est pas du tout agressif, quoi. Non. Mais oui, après, c'est élevage 36 mois aussi. Voilà, ça le calme beaucoup. Ah, ok, d'accord. C'est pour ça. Ah oui. Très parce bon. que quand tu le buvais au début... ça doit bien... Ouais, on a attendu longtemps et c'est la première fois qu'on fait un si long élevage. Parce que sur ce millésime-là, il en avait vraiment besoin. C'est très concentré, très chaud. Okay. Et oui, voilà. 2022, tu avais dit. Et donc, du coup, c'est vrai que ça a porté ses fruits. Oh, humour de vigneronne. J'adore. Merci beaucoup, Sarah. C'est génial. Très bon. On est très heureuse d'être ici. C'est mieux expliqué qu'à faire le pop. Ah oui, non, mais de toute façon, tu peux pas faire pire. Elle va pas nous inviter à venir. Non, franchement, merci de nous inviter. Quoi. On est trop heureuses. Oui, complètement. On est très heureuses.
Donc c'est à moi, c'est à moi de commencer. Alors c'est l'auditeur Christophe, donc un homme qui aime bien notre podcast. C'est avec les meurtres, parce que moi j'étais là, on va discuter pendant 3 heures. Il y a quand même des histoires de meurtres. Le concept, il est quand même là aussi. Oui, Christophe qui est un auditeur de longue date. Conseillé une autre histoire aussi que j'ai déjà faite. Et en fait, je l'ai gardée pour aujourd'hui pour multiples raisons que vous allez voir lorsque je vais la raconter. Moi, j'ai utilisé 2 articles de presse dont j'ai fait un peu un Frankenstein des éléments probants. Et voilà. Ça fait un joli lien avec le sujet d'intro. Et puis ensuite, et je parle pas des maris qui foirent leur mariage. Je parle de Matt. Ouais, c'est trop... Et je vais commencer. Donc, ce récit commence lorsque Hawley Harvey Crippen, un médecin homéopathe, rencontre et épouse une infirmière, Charlotte Bell, à New York. Quel joli prénom. Le couple déménage à l'ouest, à San Diego, où ils ont un fils, puis déménage à nouveau. Donc, dans les États-Unis des années 1880, on imagine, avec leur chemin de fer en plein essor, en fait, c'est très facile de changer de ville, de disparaître. Oui. De se débarrasser de ses erreurs, ainsi que de ses créanciers, comme à la bonne époque, de son nom de naissance, des personnes à charge. En fait, tu lâches tout, tu t'en vas si tu veux. Ça va être bien. C'est quand même un peu pratique. Ouais. Partir à 20 km. Oui, et même à 20 km, t'es là... Oui, on ne te retrouve même pas. Ouais, c'est ça, j'adore. Donc, c'est un peu la manière sournoise qu'il y avait, donc, ce monsieur Crippen de se comporter. Et lorsque sa première femme, Charlotte Bell, va mourir d'une crise cardiaque à l'âge de 33 ans. C'est l'âge de crise cardiaque, ça. Voilà, lui est déjà en train de déménager, se remarier. Voilà, les deux. En fait, lui, il avait passé... on est en 1890, on vit pas très vieux. J'ai pas le time, les gars. Voilà, donc en 1993... 1900 1800, ah, j'ai dit quoi 800. Ok, 1893, Crippen va épouser sa deuxième femme qui s'appelle Cora Turner à Jersey City, aux États-Unis. Et 7 ans plus tard, après avoir apparemment sillonné les États-Unis tous les deux, ils vont déménager à Londres, donc on est en 1900. Ok. Donc, Crippen travaille pour Munion's Remedies. Donc, t'imagines les trucs. Ouais, t'imagines les trucs. Enfin, moi, je le vois comme ça, tu sais, les vieilles bouteilles. Oui, les viols, de vendeurs de... Avec la caravane. Ouais, exactement. Come, people. Mais c'est pas exactement ça, quand même. Mais bon, moi, je le vois comme ça aussi. Voilà, okay. En fait, tu vois la caravane. Et ils font comme dans Dr. Queen, femme médecin. Tu sais, c'est des opiates, ça va vous aider à dormir. Tu vois, c'est génial. C'est bon. J'ai aussi Dr. Queen. Ouais. Merci. C'était exactement ça dans ma tête. Ok. On Michaela Queen, quand même. Si tu nous regardes. Son mari, l'Indien, enfin... Sully. Voilà. C'est une religion chez nous, Dr. Queen. Donc, Crippen, il fait ça pour cette entreprise, il vend ses petits remèdes, alors que Cora, en fait, elle va se changer de nom à Londres, elle s'appelle Belle Elmore. Oh. Et elle veut devenir artiste de music hall. Apparemment, malheureusement, elle n'a aucun talent. Pourtant, elle a le nom. Hein. Le nom est parfait pour ça. Et en fait, c'est rigolo parce que en fait, cette femme, à la base, elle s'appelle ni Belle ni Cora. Elle s'appelle... Alors, tenez-vous prête pour la... Brigitte. Même pas, pire. Elle était née... Kunigunde Makamotzi. Kunigunde? Ouais, tu peux pas... Kunigunde Makamotzi, qui... Je pense que c'est polonais. Ouais, c'est la fille d'un père russo-polonais et d'une mère allemande. Donc, forcément, tu peux pas le prononcer, tu vois. Kunigunde, schnell, get over here. Kunigunde, pick up your shoes. Range ta chambre, Kunigunde. En fait, c'est violent en même temps quand tu engueules ton enfant et c'est ça leur prénom, c'est violent dès le premier jour, tu vois. Tu peux pas avoir une bonne relation avec ton enfant. Non, c'est pas possible. C'est peut-être pour ça. Enfin, bref, écoute, on verra. Son frère, c'est Albéric. Je crois qu'elle a pas la ref. Albéric. C'est une blague ou c'est vraiment son prénom? Tu connais pas le prénom Albéric? Non. Ça fait partie de c'est comme Cunégonde. tous les trucs du Moyen-Âge. Mais c'est vrai ou tu racontes n'importe quoi? Non, je raconte n'importe quoi. Ok, d'accord. Je connais pas l'histoire. Non, pas du tout. Le truc de Moyen-Âge. D'accord. C'est le Kevin de l'époque. Ou vous voulez avoir un échange sur les prénoms du Moyen-Âge? Pardon. Ok. Parce que c'est un sujet d'intro, je vous signale. Tu vois, Charlotte, elle a l'habitude que je lui dise tais-toi, Charlotte. Alors, donc, elle aussi avait un caractère très autoritaire et dominateur. D'après l'article. Quand j'ai lu ça, j'ai dit non mais, ok, je sais pas en quelle année il a été écrit, mais bon, voilà. Et son mari, qui souffrait depuis longtemps à cause d'elle. Quelle conne. Là aussi, après l'article, c'est pas moi qui ai dit ça. Et pourtant, il soutenait quand même ses ambitions pour devenir d'abord chanteuse d'opéra. Ok.
tranquille. C'est facile, en fait. Et puis ensuite, lorsque ça n'a pas fonctionné, chanteuse de music hall, où elle a rencontré très peu de succès. Et en fait, tout ce qu'elle a eu de cette carrière, c'est quelques amis dans le monde du spectacle, et elle a eu un poste de trésorière de la music hall de Ladies Guild à Londres. Okay. Donc, en septembre 1905, le Crippen, il s'appelle Dr. Crippen, et sa femme vont louer une maison au 39 Hilldrop Crescent à Holloway, qui est un très joli endroit à Londres aujourd'hui. Et c'est l'une des raisons de ce déménagement était que le couple pouvait désormais avoir des chambres séparées. Parce que Belle n'avait jamais été très portée sur le sexe. Et d'après ce que Crippen va dire plus tard, leurs relations physiques ont arrêté en 1907. Mais Crippen, ça ne lui a pas empêché de tomber amoureux du coup de quelqu'un d'autre. Donc, l'objet de son désir, c'est Ethel Lenève, un dactylo qui travaillait pour lui. Et en fait, il la rencontre, bizarrement, à peu près au même moment que les relations sexuelles se sont arrêtées avec Belle. C'est le destin, ça se goupille bien pour lui, quoi. Alors que Belle, débauchée, soi-disant, se tourne vers le musical et va dépenser sans compter en bijoux, en fourrure, etc. Mais Crippen, lui, de son côté, continue à vendre, à travailler pour la famille. Et il poursuit sa nouvelle conquête, Ethel, qui n'a que 27 ans. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Et la patine respectabilité, quand même, va commencer à s'écailler quand le médecin, Dr. Crippen, tente de mener un peu des deux vies de deux fronts, tu vois, parce que dur, ça commence... Exactement. Donc, il va se décrire en face des personnes étant une victime de sa femme qui est stérile, alors que la vérité, c'est qu'en fait, lui, il a supervisé l'opération précoce pour lui retirer les ovaires. Est-ce qu'elle le savait? On ne sait pas. Mais en tout cas, oui, ça s'est su plus tard. Et en même temps, donc il fait ça, il se plaint auprès de leurs amis, etc., qu'il ne peut pas avoir d'enfant avec elle. Et en même temps, à Ethel, il va lui promettre mariage et enfants, etc. Wow. Donc, Dr. Crippen, voilà. C'est creepy. Et ça m'a fait un peu délirer de lire ça et de l'avoir lu. Bon, je ne sais pas si c'était les articles d'époque qui disaient que Belle, elle était chiante, etc. À savoir que, avec qui elle est mariée, quoi. Et encore, on se pose la question de sa première femme morte d'une crise cardiaque à 33 ans. Oui, c'est vrai. J'ai des soupçons. Suspect. Donc, cette situation va se poursuivre jusqu'en 1910, où en fait ce triangle doit céder, quoi. Something's got to give. Donc, le 31 janvier 1910 au soir, les Crippen vont faire un dîner avec deux amis proches de Belle, Paul et Clara Martinetti. Ils ont un repas sympathique ensemble, à l'exception d'un incident où Paul, en fait, avait demandé à utiliser les toilettes. Et Crippen, le mari, ne l'avait pas accompagnée à l'étage pour lui montrer où elles étaient. Et du coup, Belle se fâche un peu avec son mari. Ah, ok. Et donc, quand le couple partit à 1h30 du matin, là, ça sera la dernière fois où on la voit vivante, tu vois. Donc, ferme ta gueule. En fait, en gros, là, on ne la voit plus, d'accord. Donc, sa société, son boulot de trésorier, ses copines au music hall des guildes des femmes, non, il n'y a pas Belle. Et quand elle commence à poser des questions, où est notre copine, Crippen va leur dire que non, elle est repartie aux États-Unis pour régler une crise familiale. Et quelques semaines plus tard, il va les informer qu'en fait, au final, elle est décédée d'un double pneumonie à Los Angeles. Ok. Boum. Mais là, il y a un petit souci, parce que quelques semaines plus tard, à peine, après sa mystérieuse disparition, Ethel, la maîtresse, va à un bal de bénévolat avec Crippen, et là, elle porte une broche en diamant qui appartenait à Belle, et toutes ses affaires, ses vêtements, etc. Et du coup, les gens sont là... Pas terrible. Quand même, c'est spé quand même, au bout de 3 semaines qu'elle est morte, disparue. Donc, à la fin du mois de février, donc on est là que 2 mois plus tard, Ethel aménage avec Crippen à la maison, donc Let's go. Et en juin 1910, en fait, elle a complètement supplanté. Genre, la maison, c'est à elle, ses vêtements, l'argent, son mari, le tout. Elle porte les vêtements. Oui, tout. C'est chaud, ça. Donc là, les amis de Belle, ils ont des soupçons et ils finissent par aller voir la police. Donc le 8 juillet, l'inspecteur en chef Walter Dew va se rendre à la maison où il va retrouver Ethel toute seule. Et là, elle va lui dire non, Crippen, il est au travail. Donc lui, qui veut parler à Crippen, vont se déplacer pour le retrouver et la police va revenir avec Crippen à la maison. Okay.
Là, apparemment, il les invite dans la maison avec beaucoup d'enthousiasme. Ouais, mais venez voir, Il n'y a etc. pas de problème. Là, il va lui raconter un troisième événement, une autre version des faits. Ouais. Donc, en fait, en vrai, Belle l'a quitté pour un autre homme. Donc, qui était très certainement Bruce Miller, un Américain qu'elle avait rencontré en 1903. Et le policier donc lui dit ça serait préférable que Belle me contacte pour confirmer cette histoire parce que du coup maintenant elle n'est pas morte. Et du coup Crippen va lui dire je vais passer une annonce dans certains journaux pour lui demander, tu vois, la communication dans les 1900 quoi. Enfin, c'est incroyable. Donc du coup le policier il repart et il reste sur ça. Ok, vous avez passé une annonce, tout va bien, je suis content. Donc là, par contre, les choses s'accélèrent parce que le lendemain, le 9 juillet, donc, Crippen et Ethel, ils ont dû avoir peur par la visite des policiers. Donc lui, il se rase la moustache qui apparemment le caractérisait. Ethel va se déguiser en garçon et les deux se rendent à Bruxelles. Ils achètent des billets pour le Canada et vont à Amber pour embarquer au bord du SS Montrose en voyageant comme père et fils. Oh, c'est chelou. Voilà. C'est vraiment creepy. Alors, le policier, en même temps, à Londres, il va retourner le voir et il sera surpris de voir qu'en fait, ils ont disparu. Et donc là, il décide de procéder à une nouvelle fouille de routine, entre guillemets, à la maison. Et c'est là que dans la cave, ils vont remarquer des briques détachées dans le sol. Mm-hmm. Les agents reçoivent l'ordre de procéder à une fouille plus approfondie. Et là, sous les briques, ils trouvent les restes d'un corps. Et le corps était sans tête et sans certains membres, des os manquants, mais sans pantalon. Mais il voit que c'est une femme. C'est fini, Mag, la partie difficile. C'est fini. Il voit que c'est une femme, et donc là ils disent il faut qu'on retrouve Crippen. Donc Crippen au bord de Montrose avec Ethel. En fait, toutes les autres personnes, incluant le capitaine, vont les regarder avec grand intérêt parce que ils sont excessivement affectueux pour un père et son fils. Oh non! C'est horrible. Ils se tenaient constamment la main. Enfin bref, c'était spé. Et en plus, les vêtements du garçon semblaient très mal ajustés. Enfin voilà. Donc c'est là où le capitaine Kendall se dit que il a quelques soupçons et dans un élan de modernité quand même, il va envoyer un télégramme sans fil à Scotland Yard alors que cette technologie était toute nouvelle sur les bateaux et peut-être inconnue de Crippen et Ethel, tu vois. C'est bon, on est parti quoi. We're free. Et donc, du coup, le policier de Londres, il a connaissance. Et donc, eux, ils vont prendre un autre bateau beaucoup plus rapide pour, en fait, traverser l'Atlantique. Voilà. Et donc, arrivés, ils embarquent sur ce bateau, ils commencent à le chasser. Et en fait, là, ça devient une news... tout le monde veut savoir où est ce couple. Enfin, ça devient... c'est un peu comme le sous-marin, quoi. Tout le monde en parle. C'est ça. C'est ça. Mais exactement. Et d'ailleurs, ils ont un nom, la grande poursuite océanique. Ah ouais? Dans les journaux, tout le monde en parle. Ouais, c'est génial. Et tout le monde disait, il est où le couple? On les appréhendait. Il faut que j'attende le journal de demain matin. Exactement, c'est ça. J'imagine trop long. Horrible. Donc, le dimanche 31 juillet, le policier de Londres monte au bord du Montrose et le père et fils sont arrêtés et identifiés forcément comme Crippen et Ethel. Et ils sont, au bout de 3 semaines, escortés jusqu'en Angleterre pour être jugés. Donc là, comme je dis, tout le monde parle de cette affaire, mais ça devient même mondial. Ça va s'appeler Meurtre dans la cave du nord de Londres. Et le retour du couple en Angleterre va enflammer l'imagination populaire, forcément. Ils ont même fait une poupée en cire au Madame Tussauds de Crippen. Arrête. Tu vois le truc? Ouais, c'est vraiment, ça fait partie de Urban Legend. Il n'y avait pas la célébrité comme ça existait aujourd'hui, donc c'était Jack Ripper et Crippen. Et Crippen. Jack the Ripper et Crippen. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ils ont décidé de ne pas juger le couple ensemble. Donc, Crippen va passer en premier. Et d'ailleurs, on a souvent lu dans les anciennes histoires que c'était le cas, je ne sais plus pourquoi. En tout cas, ils vont juger Crippen en premier et une fois le verdict rendu, Ethel passe son tour. Donc, le 18 octobre, Crippen va se retrouver à la barre de l'Old Bailey, tu vois, en Angleterre. Et le procès va durer 4 jours jusqu'au 22 octobre. Alors, la défense de Crippen était très simple. Le corps retrouvé dans la cave n'est pas celui de Belle. En fait, ça doit être un corps d'une pauvre femme inconnue qui était là avant qu'il n'aménage.
Et donc, l'accusation, qui a fait un joli travail, devait prouver que ce corps était celui de Belle. Alors, du coup, ils ont pris un morceau de chair qui était trouvé dans la tombe, qui avait une cicatrice. Et on voit que dans les dossiers médicaux de Belle, elle avait une cicatrice au bas-ventre, qui était pas exactement la même, mais très similaire. Mais plus concluant encore était le fait que les restes avaient été enveloppés dans une veste de pyjama et qu'une étiquette à l'intérieur de cette veste permettait d'identifier le fabricant qui était Jones Brothers. Jones Brothers va confirmer... Jones, ouais. Et eux, ils vont confirmer que le tissu avec ce motif particulier n'avait été commercialisé jusqu'à la fin de 1908. Du coup, ça prouve que le corps y était avant cette date. Donc, c'est pas, après cette date, pardon. Donc, c'était forcément pendant qu'ils habitaient la maison. D'accord, je l'ai. Oui, donc, il peut pas dire c'était là avant. Non, et moi, voilà. Donc, c'est obligatoire. Donc, ça, avec la cicatrice, on confirme, c'est quand même le corps de Belle. Du coup, c'est peut-être la cicatrice qu'il lui a fait où il lui a retiré. Peut-être. Donc, c'est peut-être ça qu'il a sauvé au final. Ouais. Enfin, sauvé. Oui, rien ne l'a sauvée. Non, elle est morte. Ouais, t'as compris. On t'a compris, Charlotte. Voilà. Les tests médicaux, ils vont voir aussi que la chair contenait des traces de hyoscine, qui est un poison. Et on savait aussi que Crippen avait acheté 5 graines de cette substance le 17 janvier, 2 semaines après la disparition de Belle. Donc tout ça, ça a suffi au jury qui va décider dans 30 minutes qu'il est coupable de meurtre de sa femme. Donc, il va faire appel, mais ça va être rejeté et sa condamnation à mort sera confirmée. Le mercredi 23 novembre 1910, Crippen, alors âgé de 48 ans, est pendu. Sa dernière volonté était qu'une photo de Ethel et certaines de ses lettres soient enterrées avec lui dans sa tombe anonyme, et sa demande a été acceptée. Donc, avant sa pendaison, le 25 octobre, Ethel a été jugée pour complicité de meurtre et déclarée non coupable. Elle sera présentée au tribunal en fait comme une innocente dupe, maintenue dans l'ignorance sous la stricte surveillance de Crippen. Et comment est-ce que cette jeune femme délicate aurait pu se rendre complice d'une telle atrocité? La presse va croire à son histoire, tout comme le jury. Donc, Ethel est libérée. Et là, en fait, il y a plusieurs citations tirées de différents entretiens accordés d'elle dans les 1920 qui vont être destinées à la disculper, mais en fait, qui font que renforcer les soupçons quant à sa connaissance du crime, voire sa complicité. Donc, en fait, par la suite, les gens sont vraiment partagés sur est-ce qu'elle est innocente ou pas. Enfin, quoi qu'il en soit, elle a une deuxième vie plus tard et on va un peu oublier Ethel, d'accord, par la suite. Mais une anecdote historique que je pense est assez liée à cette femme, parce que 3 semaines après la libération d'une femme, entre guillemets, que certains hommes pourraient juger coupable, parce que ça a fâché la population masculine de cette époque-là, à Londres, donc 3 semaines après son acquittement, il y a une marche des suffragettes vers le Parlement. Et là, la police et des passants masculins commencent à attaquer brutalement ces manifestantes dans la rue, leur infliger des yeux au beurre noir, des fractures et dans certains cas des agressions sexuelles. Cet événement sera connu sous le nom de... Qui peut le savoir? Non. Black Friday. Mais non! Complètement. Et ça a servi de rappel à toutes les femmes qui défient l'ordre naturel. Restez à votre place ou subissez les conséquences. Non! Mais pourquoi on appelle ça le Black Friday? On fait du shopping chaque Black Friday qui était hier. Pour le souvenir. Tu es bonne. Je suis bonne. Ah ouais. Un petit nœud là. Ouais, je le veux. Parce que c'est quand même fou qu'effectivement, là aujourd'hui, Black Friday, c'est acheter des conneries à bas prix sur Amazon. C'est qui est horrible alors d'ailleurs. Alors que c'est lié à des agressions sexuelles contre des femmes qui demandent juste qui manifestaient pour leurs droits, quoi. Pour avoir un droit qui aujourd'hui est acquis. Et les délits policiers. Incroyable. Et les policiers aussi les ont attaqués. Voilà. Incroyable. Et que cette réaction contre ces manifestantes a aussi été plus enrageuse et plus haineuse parce que 3 semaines avant, on a libéré une femme et ça a fâché les hommes. Oui. Voilà. Incroyable. Tu m'étonnes qu'on soit encore en colère. Eh ouais. So, fuck you all. Yeah.
C'était bien, hein, le sujet de débat. Adoré. Ouais. Non, mais c'est pas J'ai mal. adoré. Je dois remercier Christophe qui nous a envoyé l'histoire, Oui. que j'ai gardé pour le Black Friday. Et que je n'avais pas regardé. Mais que, en fait, tout s'est vachement bien goupillé. Tout s'est super bien goupillé. Voilà. Il avait dit que ça allait te plaire. Ouais. Parfait. Ah, mais carrément. Parfait. Franchement, Alors, après, j'ai pas écouté la source qu'il y avait Christophe. Moi, c'était les 2 articles. Ok, Lui, il envoie à chaque fois un podcast qu'il a écouté souvent. Et je l'écoute pas. Comme ça, il a une autre version des faits. Parce que sinon, oui, c'est vrai. Ouais, voilà. tu fais bien. Bravo. Hein, Ouais, c'était bien. C'était trop intéressant. Je ne savais pas du tout Ouais, pour le moi non Black plus. Friday. Je ne savais pas du Je tout. pense que personne ne le sait. De boycotter ce Black Friday. Et pendant le Black Friday, s'il vous plaît, allez voir plutôt les petits producteurs, les petits magasins. Ils en ont bien plus besoin que Amazon, Chine et consorts. N'est-ce pas? Voilà. Ouf. Merci pour cette histoire. C'était grand super plaisir. intéressant. Parlant du vin. Ah il est excellent. Moi, j'ai juste bu celle la gorgée de tout à l'heure, mais c'est très bon. Il est très bon. C'est original. Moi, je pense que j'ai jamais goûté quelque chose qui ressemble à ça. Un Carignan élevé à 36 mois, vin naturel, biodynamé, etc. Je peux pas dire. Donc, c'est compliqué quand on déguste quelque chose pour la première fois de le décrire, en fait. Mais il est très, très, très bon. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation. Et sachez qu'on a un 2e épisode encore enregistré aux Aubrières. Donc, see you next week. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.